La superviseure remarque que les jumelles se désespèrent toujours quand elles rentrent chez elles, alors elle décide de les suivre. En arrivant là-bas, elle pleure de ce qu'elle a vu. Claire Moreau n'était pas simplement une surveillante dans cette école primaire du quartier Montplaisir à Lyon. Elle était l'âme silencieuse qui observait les gestes les plus ténus, les regards fuyants, les épaules trop voûtées pour des enfants si jeunes. Chaque jour, elle se tenait près du portail principal à la sortie des classes, saluant les parents, lançant des sourires aux enfants, veillant à ce que chacun rentre sain et sauf. Mais depuis quelques semaines, son attention s'était fixée sur deux fillettes en particulier, Léa et Zoé. Léa et Zoé étaient des jumelles identiques de 9 ans, aussi discrètes que travailleuses. Toujours assises côte à côte au fond de la classe, elles parlaient peu, ne riaient presque jamais, et lorsqu'elles le faisaient, c'était comme un éclair furtif, vite éteint. Elles ne faisaient jamais de vagues, avaient des résultats excellents, des carnets sans aucune remarque. Pourtant, chaque après-midi, lorsque la cloche annonçait la fin des cours, un changement subtil mais alarmant s'opérait chez elles. Elles commençaient à ranger leurs affaires dans une hâte nerveuse, se jetèrent des regards silencieux, et leurs mains tremblaient en boutonnant leurs manteaux. Leurs yeux, autrefois fixés sur le tableau noir, s'embuaient de larmes retenues, comme si le retour à la maison était une punition silencieuse. Claire avait d'abord pensé à une coïncidence, peut-être une peur irrationnelle, un mauvais rêve devenu habitude. Mais jour après jour, elle constatait le même rituel. Un silence lourd, des gestes brusques et un départ précipité, presque une fuite. Ces détails infimes auraient pu passer inaperçus aux yeux de la plupart, mais pas aux siens. Elle en avait vu des enfants abîmés par des silences trop lourds à porter. Il y avait une détresse palpable dans ces petites épaules qui se crispaient dès que l'horloge annonçait 15h45. Un mercredi après-midi, alors que les enfants quittaient l'école pour leur demi-journée, Claire décida d'observer les jumelles plus attentivement. Elle les vit sortir rapidement du bâtiment principal, serrant leurs sacs contre elles comme des boucliers, les yeux fixés au sol. Elles ne parlaient pas, ne riaient pas comme les autres, ne traînaient pas pour grignoter une viennoiserie au coin de la rue. Elles marchaient droit devant elles, d'un pas rapide, presque militaire. Claire les suivit du regard jusqu'à ce qu'elles tournent à l'angle du boulevard des Tilleuls. Ce jour-là, une question s'imposa à elle avec une violence inattendue. Qu'est-ce qui pouvait bien les attendre à la maison pour qu'elles en soient à ce point terrorisées? Cette pensée s'imprima dans son esprit comme une tache indélébile. Elle tenta de se convaincre qu'elle exagérait, que son imagination lui jouait des tours. Mais le doute était planté, profond, enraciné. Et plus les jours passaient, plus il devenait impossible à ignorer. Les filles n'avaient jamais mentionné leur vie familiale à l'école, ni leurs parents, ni d'activités extrascolaires. Aucun adulte ne venait les chercher. Elles rentraient seules, toujours ensemble, toujours pressées. Un comportement qui, en soi, n'aurait pas été alarmant dans une grande ville, si ce n'était ce voile constant de peur dans leur regard. Le jeudi suivant, Claire interrogea discrètement la maîtresse principale, Madame Girard. Celle-ci confirma que les filles étaient calmes, appliquées, sans jamais poser de problème. Elle avait remarqué leurs réserves, mais l'avait attribuée à un simple tempérament introverti. Aucune remarque particulière n'était notée dans leur dossier, ni retard, ni absence inhabituelle. Tout semblait parfait, trop parfait même. Claire se renseigna ensuite auprès de la cantine. Léa et Zoé mangeaient chaque jour à l'école, toujours la même chose, du pain, un fruit, rarement le plat du jour. Elles ne demandaient jamais de supplément, ne se plaignaient jamais. Un silence institutionnalisé, comme si elles avaient appris à ne jamais attirer l'attention. Plus les pièces s'assemblaient, plus le malaise grandissait. Claire ne pouvait plus détourner le regard. Elle avait vu trop d'enfants sombrer dans l'oubli, des situations qui semblaient normales de l'extérieur, mais cachaient des drames à huis clos. Son instinct lui criait qu'il se passait quelque chose de grave. Le vendredi, elle prit une décision. Ce jour-là, elle termina son service un peu plus tôt et sortit de l'école avant les enfants. Elle se posta discrètement de l'autre côté de la rue, bien camouflée derrière une vitrine. À 15h45, la cloche sonna. Quelques instants plus tard, les deux silhouettes familières apparurent. Toujours pressées, toujours silencieuses. Claire se mit à les suivre, à distance, veillant à ne pas éveiller leur attention. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle espérait découvrir, mais elle sentait qu'elle devait aller au bout de ce doute, coûte que coûte. La marche fut longue. Les jumelles empruntèrent une série de ruelles,
traversèrent 2 carrefours, passèrent sous un pont et continuèrent jusqu'à un quartier bien moins entretenu que celui de l'école. Là, au bout d'une impasse bordée d'immeubles délabrés, elles s'arrêtèrent devant un bâtiment gris à la façade fissurée. Elles restèrent immobiles un moment, comme si elles rassemblaient leur courage. Puis, elles entrèrent, poussant lentement une porte qui grinça lugubrement. Claire s'approcha doucement, le cœur battant. À travers une fenêtre basse aux verres fendus, elle aperçut l'intérieur sombre du rez-de-chaussée. Elle s'agenouilla lentement, retenant son souffle. Ce qu'elle vit à cet instant allait la hanter bien au-delà de cette journée. L'odeur qui s'échappait par la fente de la vieille fenêtre brisée frappa Claire avant même qu'elle ne puisse distinguer l'intérieur de l'appartement. Un mélange rance d'humidité, de nourriture avariée et d'alcool froid. Elle retint un haut le cœur, s'accroupit lentement pour ne pas faire de bruit et scruta l'obscurité au-delà de la vitre fissurée. Il n'y avait pas de rideau, seulement un tissu jauni, suspendu par 2 punaises rouillées. La lumière du jour filtrée par la saleté des vitres dessinait des ombres troubles sur les murs décrépits. Au fond de la pièce, affalé sur un vieux canapé aux ressorts saillants, un homme d'une 40aine d'années dormait à demi vêtu. Sa chemise entr'ouverte laissait entrevoir un ventre ballonné, et ses pieds nus pendaient sur le bord du meuble, au milieu de canettes vides et de cartons de pizza moisis. Sa tête penchée sur le côté, la bouche entr'ouverte, il ronflait bruyamment, insensible à ce qui l'entourait. Des bouteilles de vin, certaines encore à moitié pleines, formaient une ligne irrégulière sur le sol, comme un triste rempart. Claire tourna les yeux vers les fillettes. Léa et Zoé étaient entrées sans bruit, posant leur sac à l'entrée. Elles n'avaient pas encore retiré leur manteau, comme si elles hésitaient à s'installer. Le regard de Léa se porta brièvement sur l'homme endormi, puis elle baissa les yeux. Zoé s'approcha à petits pas du coin cuisine, un espace réduit et désorganisé où s'empilaient assiettes sales, boîtes de conserve ouvertes et miettes desséchées. Elle tendit la main vers une étagère branlante, saisit un vieux paquet de biscottes, puis ouvrit le frigo dans un geste de routine douloureuse. Claire vit la lumière du frigo révéler l'intérieur presque vide. Une bouteille d'eau à moitié entamée, un morceau de fromage durci, 2 yaourts à la date dépassée. Zoé ne sembla pas surprise. Elle referma la porte, prit 2 biscottes et les posa sur une assiette ébréchée. Pendant ce temps, Léa avait retiré ses chaussures et balayait le sol avec une balayette cassée, ramassant des débris de verre près de la table. Elle ne parlait pas. Chaque geste était mesuré, précis, comme dicté par une peur muette. Claire sentit un pincement au cœur. Ce n'était pas un foyer, mais un terrain miné. Chaque objet, chaque silence, chaque mouvement respirait la tension, la vigilance constante. Elle remarqua alors un détail qui la frappa de plein fouet. Les filles n'avaient pas l'air surprises de trouver l'homme dans cet état. Elles agissaient comme si c'était normal, comme si elles avaient intégré cette scène dans leur quotidien. Léa s'approcha du canapé, les épaules tendues, tenant une petite couverture usée qu'elle étendit lentement sur les jambes de l'homme. Il ne bougea pas. Elle recula aussitôt, marchant à reculons comme si elle redoutait un réveil brutal. Zoé l'attendait à la porte de ce qui semblait être une chambre. Elles disparurent quelques instants dans la pénombre. Claire entendit à travers la fenêtre le froissement de vêtements, puis le bruit d'un robinet qu'on ouvrait et refermait rapidement. Quand elles réapparurent dans le salon, leurs manteaux avaient été remplacés par de vieux pulls trop grands pour elles, probablement récupérés dans un carton ou donnés par une association. Zoé revint dans la cuisine et tenta de remplir 2 verres d'eau du robinet. L'eau coulait lentement, presque bruyamment dans le silence ambiant. Léa s'installa sur un tabouret branlant, les jambes repliées contre elle, tenant sa biscotte comme un trésor fragile. Elle mangeait lentement, sans expression, les yeux fixés sur la table collante. Zoé la rejoignit et s'assit en face, mimant les mêmes gestes. Claire sentit ses yeux s'embuer. Tout dans cette scène dégageait une résignation douloureuse, une routine de survie instaurée avec la précision d'un rituel sacré. Puis, sans prévenir, un bruit sec retentit. Un verre venait de tomber au sol. Zoé s'était levée trop vite et l'avait heurté avec son coude. Le verre roula avant d'exploser en morceaux contre le carrelage. Claire se redressa instinctivement, le souffle suspendu. Les 2 filles se figèrent. Le silence, déjà lourd, devint glacial. Les ronflements cessèrent. Claire vit alors l'homme sursauter, grogner, puis se redresser à moitié. Son visage était rouge, les traits tirés, les yeux injectés de sang. « Qui a fait ça ?»
cria-t-il d'une voix rauque, saturée de colère et d'alcool. Zoé tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Léa se leva brusquement et se plaça devant sa sœur, tremblante. L'homme se leva, chancela, puis s'approcha d'elle à grands pas. Claire se sentit clouée au sol, incapable de détourner le regard. L'homme attrapa Léa par le bras, la secoua violemment, vociférant des mots incompréhensibles. Zoé, les larmes aux yeux, serrait son pull de toutes ses forces. Claire se redressa brusquement. Son cœur battait à tout rompre. Elle avait vu assez. Elle recula de la fenêtre, se retourna et s'éloigna à pas rapides, incapable de supporter davantage. Elle se retrouva dans la rue, haletante, les mains tremblantes, des images gravées au fer rouge dans son esprit. Le soleil déclinait lentement sur la ville, mais pour Claire, la lumière s'était éteinte. Ce qu'elle avait vu n'était pas seulement inacceptable, c'était insoutenable. Elle marcha longtemps, sans but, errant dans les rues de Lyon, le regard vide. Chaque pas résonnait comme un écho d'impuissance. Mais une chose était certaine, elle ne pouvait pas rester passive. Quelque chose devait être fait, même si elle ne savait pas encore comment. Claire ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée, les yeux grands ouverts, revivant chaque détail de ce qu'elle avait observé par la fenêtre de l'appartement délabré. L'image de Léa, agrippée par le bras, secouée sans pitié par cet homme visiblement ivre, hurlait dans sa mémoire, comme une alarme qu'elle ne pouvait pas éteindre. Les visages figés des fillettes, leur mutisme pétrifié, la peur dans leurs gestes les plus simples, tout cela n'était pas une simple anomalie. C'était un cri silencieux, un appel à l'aide étouffé par des années d'abandon. Le lendemain matin, elle retourna à l'école plus tôt que d'habitude. Elle observa les autres enfants arriver, la joie sur leurs visages, les rires innocents résonnant dans la cour. Puis elle les vit, Léa et Zoé arrivant seules, comme toujours. Elle marchait lentement, les épaules affaissées, les yeux rougis. Zoé tenait son sac contre elle, comme si elle voulait se cacher derrière. Claire les salua avec douceur, tentant un sourire. Mais les fillettes détournèrent les yeux et continuèrent sans un mot. Leur silence était encore plus lourd que d'habitude. Claire ne pouvait plus ignorer ce qu'elle savait. Ce n'était plus un simple doute ou une intuition. Elle avait été témoin d'un fragment d'une réalité insupportable. Mais que faire? Elle n'était pas assistante sociale, ni policière. Elle n'avait aucun pouvoir légal, aucun droit de s'introduire dans la sphère familiale. Et pourtant, chaque fibre de son être lui criait d'agir. Elle savait que derrière la façade du quotidien scolaire, un drame se déroulait chaque soir dans un appartement aux murs souillés, sous les cris d'un homme brisé, sur les épaules de 2 enfants qui n'avaient plus d'enfance. Durant la pause de midi, Claire alla s'isoler dans une salle vide. Elle sortit son téléphone et chercha le numéro des services sociaux de Lyon. Elle hésita quelques secondes, la main tremblante, puis appuya sur l'écran. Une voix professionnelle répondit, lui demandant calmement la nature de son appel. Claire inspira profondément et raconta ce qu'elle avait vu, sans rien omettre. Elle décrivit les jumelles, le quartier, la scène par la fenêtre, l'homme, l'atmosphère de peur, l'état de l'appartement. Elle parlait vite, avec la voix de quelqu'un qui porte trop de poids et qui enfin le dépose. À l'autre bout du fil, le silence régna quelques secondes. Puis la voix répondit avec prudence. Le nom des fillettes figurait déjà dans le fichier. Un dossier avait été ouvert l'année précédente, après une dénonciation anonyme concernant des absences prolongées et des signes de négligence. Mais faute de preuves tangibles et en l'absence de violences physiques apparentes lors des visites, le dossier avait été refermé. Le père avait déclaré qu'il avait perdu son emploi après le décès de sa femme et qu'il traversait une période difficile, mais qu'il s'occupait du mieux qu'il pouvait de ses filles. Aucune suite n'avait été donnée. Claire sentit une colère froide l'envahir. Une fois de plus, le système avait laissé passer entre ses mailles 2 vies en détresse. Elle raccrocha avec un nœud dans la gorge, l'esprit envahi de pensées sombres, mais elle refusa de céder au découragement. Si les procédures classiques échouaient, il lui fallait chercher une autre voie. Elle ne pouvait pas rester spectatrice. Les enfants comptaient sur elle, même s'ils ne le savaient pas encore. Dans les jours suivants, elle tenta une approche plus discrète. Elle proposa à la maîtresse de surveiller davantage les comportements des jumelles en classe, de noter tout signe inhabituel. Elle s'arrangea aussi pour croiser plus souvent les filles dans les couloirs, leur parlant de choses simples, les interrogeant doucement, sans pression. Mais les fillettes restaient fermées, méfiantes. Elles répondaient à peine, esquissaient à peine un sourire.
Il était évident qu'elles avaient appris à se taire, à ne rien dire, à ne rien montrer. Un après-midi, alors qu'elles étaient en train de ranger leurs affaires, Zoé laissa tomber une feuille de dessin. Claire s'en approcha pour la ramasser et la tendit à la fillette. En la regardant brièvement, elle remarqua que ce n'était pas un simple dessin d'enfant. La feuille montrait un intérieur sombre, un canapé, des bouteilles au sol, 2 petites silhouettes accroupies dans un coin. Ce n'était pas une œuvre d'imagination, c'était un témoignage. Claire leva les yeux vers Zoé, qui la fixait sans un mot. Puis, lentement, elle baissa la tête et reprit la feuille. Ce fut une fracture minuscule dans le mur. Un geste, une confiance timide, une preuve que les filles savaient qu'elles voyaient. Ce dessin, bien plus qu'un discours, racontait leur vérité. Claire comprit qu'elle devait les approcher autrement, leur montrer qu'elle était un repère, pas une menace. Elle se mit à leur préparer de petites attentions, un livre glissé dans leur casier, un goûter partagé discrètement, une couverture pliée dans un coin de la salle d'études. Rien d'intrusif, juste des gestes d'attention. Petit à petit, une routine s'installa. Léa commença à lui adresser la parole, timidement. Zoé hocha parfois la tête en guise de réponse. Claire ne posait pas de questions. Elle se contentait d'être là, présente, stable. C'est alors qu'un jour, en fin d'après-midi, alors que la cour se vidait, Zoé s'approcha d'elle, seule. Elle glissa dans sa main un petit carnet à spirale, puis repartit en courant. Claire resta figée, le carnet entre les doigts. Elle l'ouvrit une fois chez elle. À l'intérieur, une série de dessins au crayon noir. Tous représentaient des scènes de vie, toujours les mêmes. Une pièce sombre, un adulte endormi ou en colère, 2 enfants qui nettoient, mangent en silence, se cachent, pleurent. À chaque page, la douleur devenait plus palpable, plus insoutenable. Il n'y avait pas de mots, juste des traits, mais ils hurlaient ce que les fillettes n'osaient dire. Ce carnet était une preuve. Claire en avait maintenant entre les mains un document que personne ne pourrait ignorer. Ce n'était pas une accusation, c'était un cri. Elle sut à cet instant qu'elle devait l'utiliser. Pour Léa, pour Zoé, pour cette enfance qu'on leur avait volée, et pour leur rendre enfin un fragment de lumière. Le carnet de dessin restait posé sur la table du salon, comme un rappel constant de ce que Claire ne pouvait plus ignorer. Elle l'avait parcouru plusieurs fois, chaque trait ancrant un peu plus la détresse dans sa mémoire. Ces pages, bien qu'innocentes en apparence, étaient la manifestation silencieuse d'un calvaire quotidien. Un témoignage brut, sans phare, d'une enfance en ruine. Claire savait que ce n'était plus une simple affaire de suspicion. Elle avait entre ses mains une vérité que personne n'avait voulu voir ou entendre jusqu'à présent. Elle n'était pas juriste, mais elle savait qu'un tel document pouvait faire basculer un dossier auparavant négligé. Elle se rendit de nouveau aux services sociaux, cette fois avec plus de détermination. Elle demanda à rencontrer un agent en charge des cas sensibles, espérant tomber sur quelqu'un d'humain, de lucide. On la fit attendre dans une petite salle impersonnelle dont les murs nus renforçaient l'austérité. Après plusieurs longues minutes, une femme d'une 50aine d'années entra, se présentant comme Madame Rousseau, responsable des suivis familiaux complexes. Claire lui tendit le carnet sans un mot. Elle n'avait pas besoin d'expliquer. Les dessins parlaient d'eux-mêmes. Madame Rousseau tourna lentement les pages, son visage se durcissant à mesure qu'elle découvrait les scènes représentées. Lorsqu'elle referma le carnet, elle leva les yeux vers Claire, visiblement secouée. Elle expliqua que ces dessins pouvaient constituer un élément probant, notamment en contexte de négligence émotionnelle et de danger psychologique. Mais, comme toujours, une enquête plus large devait être déclenchée, avec visite surprise, entretien avec le père et évaluation des conditions de vie. Elle ajouta toutefois que si Claire pouvait continuer à documenter des éléments tangibles, cela renforcerait considérablement le dossier. Claire ressortit avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Elle savait que ces démarches prenaient du temps, et que ce temps, Léa et Zoé le vivaient en enfer. Les jours suivants furent une épreuve de patience et de discrétion. Claire redoubla de vigilance, observant les comportements des fillettes, prenant des notes précises, notant les jours où elles arrivaient avec des vêtements trop légers pour la saison, les moments où elles s'endormaient en classe, les regards fuyants lorsqu'on les appelait à voix haute. Puis vint ce jeudi, jour où tout faillit basculer. Claire avait proposé à Zoé de rester un peu plus longtemps à l'étude du soir, sous prétexte d'un projet scolaire à finir. Elle espérait pouvoir discuter, créer un espace de confiance, peut-être entendre quelques mots, une confidence. Mais après quelques minutes,
Alors qu'elles étaient assises dans une petite salle au fond du couloir, la porte s'ouvrit brutalement. Un homme grand, mal rasé, au regard agressif, entra sans prévenir. C'était Michel, le père des filles. Il tenait Zoé du regard avec une intensité qui glaça Claire. Il déclara qu'elle devait rentrer immédiatement, qu'il n'acceptait pas que sa fille soit gardée sans son autorisation. Claire tenta de lui expliquer la situation, de calmer le ton, mais il s'approcha, les poings serrés, la voix tremblante de rage. Il l'accusa de s'immiscer dans leur vie privée, de manipuler ses filles contre lui, de chercher à lui voler ce qui lui restait. Il ajouta que si elle continuait, il porterait plainte pour harcèlement. Zoé, terrifiée, se leva et s'agrippa à sa sœur qui venait d'arriver, appelée par un surveillant alerté par le bruit. Le père s'éloigna en tirant ses filles par le bras, sans un mot de plus. Claire resta figée, le cœur battant, les mains froides. Elle venait de franchir une ligne invisible. Elle n'était plus seulement une spectatrice ou une protectrice officieuse. Elle était désormais une ennemie aux yeux de cet homme. Et cela changeait tout. Le soir même, elle reçut un appel de Madame Rousseau. Le signalement avait été pris en charge et une visite surprise était prévue le surlendemain. Les services sociaux agiraient avec un officier de police selon les procédures. Mais d'ici là, Claire devait rester en retrait, éviter tout contact direct susceptible de provoquer une escalade. Elle acquiesça, même si l'attente lui sembla insupportable. Le lendemain, à l'école, Léa et Zoé étaient là, silencieuses, encore plus effacées que d'habitude. Claire ne s'approcha pas, respectant la consigne, mais son regard restait accroché à chaque mouvement des fillettes, chaque sourire forcé, chaque regard fuyant, chaque soupir silencieux. Elle voulait leur faire comprendre, même sans mots, qu'elle ne les abandonnait pas, qu'elle veillait. Elle se sentait impuissante, oui, mais pas résignée. Elle savait qu'une opportunité approchait et que cette fois, elle ne laisserait personne détourner les yeux. L'après-midi, elle resta en salle des professeurs, incapable de se concentrer. Les collègues vinrent lui parler, certains ayant entendu parler de l'altercation avec le père. Elle resta vague, protectrice, refusant de nourrir les rumeurs. Ce n'était pas un fait divers, c'était la vie de 2 enfants. Ce n'était pas un conflit d'adultes. C'était une guerre silencieuse contre l'indifférence. Elle rentra chez elle en fin de journée, l'esprit assiégé par l'attente. Le carnet de dessin était rangé dans une pochette, prêt à être transmis si besoin. Elle savait que tout dépendrait de ce que les agents découvriraient sur place. Et si Michel nettoyait l'appartement? Et s'il faisait semblant? Et si les filles avaient trop peur pour dire quoi que ce soit? Elle savait combien il était facile de maquiller une réalité pour échapper au regard des institutions. Elle en avait vu d'autres, au fil des années, passer à travers les filets, disparaître, sombrer. Cette nuit-là, elle dormit à peine. À l'aube, elle se leva et se prépara lentement, avec la sensation d'une urgence qu'elle ne maîtrisait pas. Elle prit un café amer, regarda les minutes passées sur l'horloge de la cuisine. Chaque tic-tac était une promesse ou une menace. Lorsque le soleil se leva sur Lyon, elle pria pour que cette journée soit différente, pour que la visite ne se transforme pas en simulacre, pour que les voix des enfants soient entendues, pour que la vérité ne soit pas étouffée encore une fois. Mais elle ignorait encore que ce jour ne se déroulerait pas comme prévu, car avant même que les agents arrivent à l'immeuble, Michel aurait déjà disparu, et les fillettes avec lui. Lorsque Claire apprit que Michel avait disparu avec ses filles, son sang se glaça. L'appel de Madame Rousseau fut sec, rapide, presque mécanique. Les agents s'étaient présentés tôt le matin à l'adresse signalée, mais l'appartement était vide. Aucun signe de Léa ni de Zoé. Les voisins interrogés affirmèrent avoir vu le père sortir avec 2 sacs la veille au soir, sans rien dire à personne. Certains mentionnèrent une voiture chargée à la hâte. D'autres affirmèrent qu'ils l'avaient vu errer dans la rue les jours précédents, l'air nerveux comme s'il préparait quelque chose. Aucune plainte de disparition n'avait été déposée. Aucun message, aucune trace. Seulement le vide. Claire resta prostrée devant le combiné, incapable de formuler une pensée claire. C'était exactement ce qu'elle redoutait. Que l'attente, les démarches trop lentes, les formalités administratives eurent laissé le temps à Michel de fuir. Et avec lui, toute chance de sortir les filles de cette spirale infernale. Elle se leva brusquement, attrapa son manteau et sortit. Il fallait qu'elle agisse. Mais pour aller où? À la police? Retourner chez lui? Fouiller la ville entière? Elle marcha sans but précis, ses pas la menant instinctivement vers l'école, là où tout avait commencé.
Les grilles étaient fermées ce jour-là, mais le bâtiment, silencieux et immobile, semblait observer son impuissance. En début de soirée, elle retourna chez elle, le cœur alourdi d'une angoisse sourde. Elle ne voulait pas penser à ce que Michel pouvait être en train de faire. Fuir la justice, peut-être. Se cacher, sûrement. Recommencer ailleurs, avec les mêmes gestes, les mêmes silences, les mêmes violences. Et Léa et Zoé toujours piégées, toujours invisibles. Elle essaya de se concentrer, de réfléchir à des pistes. Avait-elle de la famille, des contacts, quelqu'un qui aurait pu les accueillir même temporairement? Elle chercha dans les fichiers scolaires, relut les dossiers, mais rien n'indiquait d'autres contacts familiales. La mère était morte 2 ans plus tôt d'un cancer foudroyant. Depuis, le père avait cessé toute communication avec l'extérieur. Le lundi suivant, Claire prit rendez-vous au centre d'assistance sociale. Elle fut reçue par une jeune assistante du nom d'Aurélie Dumas. Cette dernière avait pris connaissance du dossier et semblait sincèrement préoccupée. Ensemble, elles analysèrent les informations disponibles, les témoignages, les horaires de disparition. Aurélie expliqua que le cas avait été classé 1 an plus tôt, après 2 visites où les conditions de vie, bien que précaires, n'avaient pas été jugées dangereuses. Michel avait plaidé le deuil, la pauvreté, l'épuisement. Il avait su montrer un visage de père débordé, mais non violent. Les filles n'avaient rien dit, aucune blessure visible. Et comme tant d'autres fois, cela avait suffi. Cette révélation fit l'effet d'un coup. Claire comprit que les services sociaux, débordés en sous-effectifs, avaient dû trancher rapidement, qu'ils n'avaient pas vu ou pas voulu voir les signes invisibles. Elle comprit aussi que, si elle n'avait pas été là ce jour précis, à la sortie de l'école, si elle n'avait pas suivi les filles, si elle n'avait pas osé regarder à travers cette fenêtre brisée, rien n'aurait changé. Ce n'était pas seulement une question d'administration, c'était une question de regard et de courage. Elle montra de nouveau le carnet de Zoé à Aurélie. La jeune femme le parcourut avec lenteur, hochant la tête à chaque page. Elle dit que ses dessins auraient dû suffire à déclencher une protection immédiate, qu'il n'était pas trop tard, qu'il fallait continuer à chercher. Une alerte fut lancée. Les écoles environnantes furent informées. Des appels furent passés à des associations locales. Des photos furent distribuées, mais le temps jouait contre elle. Claire passa ses journées à fouiller les quartiers périphériques, les zones où l'on peut vivre sans être vu. Elle visita des centres d'aide, des foyers d'accueil, des soupes populaires. Elle montra les photos, décrivit les filles, donna les derniers détails connus. Certains se souvenaient d'un homme avec 2 enfants. D'autres pensaient avoir vu une silhouette similaire dans un train de banlieue, mais rien de concret. Aucun indice solide. Une nuit, alors qu'elle relisait une fois encore ses notes, elle tomba sur une information qu'elle n'avait pas encore exploitée. L'adresse de naissance des filles. Une petite commune à une centaine de kilomètres de Lyon. Peut-être que Michel y avait encore de la famille. Peut-être qu'il y serait retourné, pensant que personne ne penserait à chercher là. Elle nota l'adresse, se leva à l'aube et prit sa voiture. La route fut longue, sinueuse, bordée de champs et de bois. En arrivant au village, elle se dirigea vers la mairie. Là, un vieil employé, après quelques réticences, accepta de vérifier les registres. Il confirma qu'un oncle paternel y résidait encore, dans une maison isolée à la sortie du bourg. Claire le remercia et s'y rendit immédiatement. En approchant, elle vit une voiture garée à l'écart, poussiéreuse, mais récente. Son cœur s'accéléra. Elle frappa à la porte. Un homme d'âge moyen ouvrit, l'air méfiant. Claire se présenta, expliqua qu'elle cherchait Michel et ses filles. L'homme la fixa longuement, puis se détourna. Il murmura que Michel était là depuis 3 jours, qu'il disait être de passage. Il refusa d'en dire plus, mais laissa entendre qu'il ne cautionnait pas sa manière de vivre. Claire partit discrètement et appela immédiatement Madame Rousseau. Une intervention fut organisée en urgence. Quand les autorités arrivèrent, Michel tenta de nier puis de fuir, mais il fut rapidement maîtrisé. Léa et Zoé furent retrouvées dans une petite chambre à l'étage, recroquevillées sur un matelas, épuisées mais indemnes. Claire arriva sur place quelques heures plus tard. En entrant dans la maison, elle vit les 2 fillettes courir vers elle, les bras tendus, leurs visages lavés de larmes. Elle les serra contre elle avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Tout était là, dans cette étreinte, une promesse silencieuse. Et la certitude que cette fois, personne ne les arracherait à elle. Malgré le soulagement immense de retrouver Léa et Zoé saines et sauves,
l'histoire était loin d'être terminée. Après leur extraction de la maison de l'oncle, les services sociaux avaient pris en charge les 2 enfants pour les placer temporairement dans un centre d'accueil sécurisé. Michel, quant à lui, avait été emmené par les autorités pour un interrogatoire approfondi. Il n'y avait pas de plaintes officielles déposées auparavant, ce qui compliquait considérablement les démarches judiciaires. La fuite, bien qu'inquiétante, ne suffisait pas à prouver une maltraitance manifeste. Ce que Claire savait, ce qu'elle avait vu, ce que les dessins montraient, tout cela devait désormais faire face à la lourdeur des procédures. Léa et Zoé, malgré leur sécurité retrouvée, restaient silencieuses, murées dans une peur que même l'absence de leur père ne dissipait pas totalement. Lors de la première visite autorisée, Claire entra dans la salle commune du foyer avec un mélange d'émotion et de prudence. Les filles étaient assises sur un petit canapé, côte à côte, comme toujours. À son apparition, leurs visages s'éclairèrent d'un éclat fugitif. Elles coururent vers elle, l'entourèrent, sans un mot. C'était un instant suspendu, une reconnaissance muette. Claire les serra contre elle, sentant leur cœur battre avec une urgence silencieuse. Mais l'équilibre fragile de cette victoire fut rapidement mis à mal. Quelques jours plus tard, Michel sortit libre du commissariat, sous contrôle judiciaire. Il n'était inculpé que pour non-respect des conditions de suivi parental, ce qui n'impliquait ni incarcération immédiate, ni interdiction stricte de contact. Le juge, n'ayant pas encore en main l'ensemble du dossier, avait opté pour une mesure d'observation. Michel ne pouvait plus approcher les filles sans autorisation, mais restait techniquement leur tuteur légal. La menace qu'il représentait, bien que discrète, était toujours présente, tapie dans l'ombre du droit. Claire fut convoquée par les services sociaux. Dans un bureau impersonnel, elle s'assit face à Madame Rousseau et à une autre personne qu'elle ne connaissait pas encore, Monsieur Lefebvre, inspecteur du secteur. Il expliqua que la situation était délicate, que malgré les preuves affectives, émotionnelles, il fallait des preuves concrètes d'un danger immédiat pour retirer à Michel l'autorité parentale. Les dessins aidaient, bien sûr, mais sans témoignage direct des enfants ou constatation médicale grave, la procédure était lente. Trop lente. Claire sentit une frustration croissante monter en elle. Elle ne comprenait pas comment un homme ayant fui avec ses enfants pouvait encore prétendre à une quelconque autorité sur elle. Comment les mots qu'elle avait prononcés, les scènes qu'elle avait décrites, les regards fuyants, les silences écrasants pouvaient encore être mis en doute. Mais elle comprenait aussi que la loi était ce qu'elle était, et que pour sauver les filles, elle devait jouer selon ses règles. Elle se rendit alors au foyer plus régulièrement, avec l'accord des éducateurs. Elle ne posait pas de questions, ne forçait aucun souvenir. Elle écoutait, racontait des histoires, proposait des jeux simples, recréait des routines douces. Peu à peu, les filles s'ouvrirent, timidement. Zoé dessina de nouveau, cette fois avec un peu de couleur. Léa accepta de lire à voix haute un conte pour enfants. Des gestes simples mais essentiels, des signes de reconstruction. Puis un jour, alors qu'elle arrivait au centre, une éducatrice l'intercepta. Elle lui tendit une petite boîte en carton que Zoé avait cachée sous son lit. À l'intérieur, d'anciens dessins, mais aussi une liasse de papier froissé. Parmi eux, une feuille chiffonnée attira son attention. Un message manuscrit maladroitement écrit. C'était une lettre, signée par Zoé. Quelques lignes d'une sincérité déchirante. Elle y racontait qu'elles avaient peur de leur père, qu'il criait beaucoup, buvait souvent, que parfois, il les enfermait dans la chambre quand il ne voulait pas les voir. Elle disait qu'elle n'avait pas le droit de parler à l'école, que c'était un secret. Claire prit le document comme un trésor. C'était plus qu'un aveu. C'était un geste de confiance, un acte de courage. Elle le remit immédiatement aux services sociaux. Madame Rousseau la relut plusieurs fois, puis hocha lentement la tête. Cette lettre allait changer la dynamique du dossier. Elle permettrait de réactiver les mesures d'urgence, d'enclencher une procédure de retrait de l'autorité parentale. Mais cette avancée déclencha aussi une réaction inattendue. Michel, ayant appris que des démarches étaient entreprises pour limiter son accès aux filles, se présenta sans prévenir devant l'école, hurlant que Claire manipulait ses enfants, que tout cela était un complot pour les lui voler. Il fut rapidement maîtrisé par des agents de sécurité appelés en urgence, mais la scène sema un trouble immense. Certains parents, témoins de l'agitation, commencèrent à poser des questions. La direction de l'école demanda à Claire de faire preuve de prudence, même si elle fut soutenue dans ses actions.
Cette altercation montra une chose essentielle. Michel n'était pas prêt à abandonner. Il n'était pas seulement instable, il était imprévisible. Claire comprit qu'elle devait aller plus loin. Pas seulement soutenir les filles, mais les protéger de manière définitive. Et cela ne serait possible qu'en prenant un engagement plus grand. Elle pensa alors à une idée qu'elle n'avait jamais osé formuler à voix haute. Une idée déraisonnable pour certains, audacieuse pour d'autres. Elle en parla à Madame Rousseau, les yeux pleins de certitude. Elle voulait devenir tutrice des filles, offrir un foyer stable, un endroit où elles pourraient enfin respirer sans craindre le bruit des pas dans le couloir ou la claque d'une porte. Cette proposition fut accueillie avec réserve, mais aussi avec espoir. Claire devait se soumettre à une série d'évaluations. Entretien avec des psychologues, visite de son domicile, vérification de ses antécédents, enquête sur sa stabilité financière et émotionnelle. Elle accepta tout, sans discuter. Chaque démarche, chaque formulaire, chaque question était pour elle un pas vers une promesse plus grande. Pendant ce temps, Léa et Zoé continuaient leur lente guérison. Elles posèrent des questions sur la vie hors du foyer. Demandaient ce qu'était un dîner en famille. Voulaient en savoir si on pouvait lire une histoire avant de dormir, même quand on avait plus de 9 ans. Claire répondait toujours avec douceur, sans jamais faire de promesses qu'elle ne pourrait tenir. Mais dans son cœur, elle savait déjà. Elle irait jusqu'au bout, pour elle, et parce qu'aucune enfant ne devrait jamais trembler à l'idée de rentrer chez soi. Les jours suivants furent marqués par une série de rendez-vous et de protocoles minutieux. Claire se leva chaque matin avec la conscience aiguë que chaque acte qu'elle posait devait être irréprochable. Elle n'avait plus le droit à l'erreur. Ce qu'elle s'apprêtait à entreprendre n'était pas un geste d'altruisme passager. C'était un engagement de vie. Elle remplissait des formulaires administratifs, rencontrait des psychologues, répondait à des interrogatoires parfois intrusifs, mais elle ne fléchissait pas. Elle savait que tout cela était nécessaire, que pour mériter la confiance que Léa et Zoé avaient commencé à lui accorder, elle devait elle-même prouver qu'elle était digne de devenir un point d'ancrage. Le processus pour devenir tutrice temporaire était lourd, mais possible. Grâce à l'appui constant de Madame Rousseau, les étapes furent enclenchées plus rapidement que la normale. Des lettres de soutien furent rédigées par la direction de l'école, par des collègues et même par certains parents d'élèves qui avaient entendu parler de l'histoire et qui reconnaissaient en Claire une personne de cœur et d'engagement sincère. Malgré ces marques d'encouragement, Claire sentait au fond d'elle une tension persistante. Chaque signature, chaque validation de dossier, chaque rendez-vous pouvait être un pas vers le salut des filles ou un obstacle imprévu. Pendant ce temps, Léa et Zoé continuèrent leur quotidien au centre d'accueil. Claire leur rendait visite régulièrement, toujours dans le cadre strict des heures autorisées. Les éducateurs lui racontaient les progrès discrets. Léa dormait mieux, Zoé mangeait un peu plus. Les crises d'angoisse, fréquentes au début, s'étaient espacées. Un jour, Claire proposa d'amener un jeu de société simple. Elles acceptèrent. Ce fut une victoire minuscule mais précieuse. Elles jouèrent sans tension, dans une bulle de normalité artificielle mais réconfortante. Une autre fois, Claire leur lut un chapitre d'un roman jeunesse, dans un coin tranquille de la salle commune. Léa suivait les lignes du doigt, corrigeait les erreurs, tandis que Zoé appuyait doucement sa tête contre son épaule. Ce contact, ce simple geste, fit monter les larmes aux yeux de Claire. Elle les retint, sachant que les filles avaient déjà assez porté de poids. Elle devait être leur roc, pas leur miroir. Un matin, alors qu'elle relisait un document chez elle, elle reçut un appel inattendu. C'était Zoé. Accompagnée d'un éducateur, elle avait demandé à lui parler. Sa voix, tremblante, à peine audible, murmura ces quelques mots. « Tu vas venir demain ?» Claire répondit avec tendresse que oui, qu'elle serait là. Ce fut tout, mais ce fut immense. Zoé, d'elle-même, avait franchi le pas. Elle avait formulé un désir, une attente. Claire en resta bouleversée. À mesure que les démarches avançaient, le dossier s'alourdissait aussi. L'audience pour la révision du statut parental de Michel fut fixée. Claire serait entendue, ainsi que les travailleurs sociaux, les éducateurs et un psychologue ayant suivi les filles. Un plan d'action fut établi pour éviter toute confrontation directe entre Michel et les fillettes. La sécurité du centre fut renforcée temporairement. Michel, toujours sous contrôle judiciaire, multipliait les lettres de contestation, jurant qu'il avait changé, qu'il était prêt à suivre une thérapie,
qu'il n'avait jamais levé la main sur ses filles. Mais personne, désormais, ne semblait croire à ces repentirs tardifs. Claire continua à documenter chaque détail, les progrès émotionnels, les échanges, les signes d'apaisement. Elle constitua un dossier qu'elle relut plusieurs fois, s'assurant de ne rien laisser au hasard. Elle ajouta des extraits de carnets, des dessins récents où les couleurs remplaçaient peu à peu les ombres. Dans un d'eux, Léa avait dessiné une maison avec un jardin, une femme aux cheveux bruns tenant la main de 2 enfants souriants. Aucun nom n'était inscrit, mais pour Claire, il n'y avait pas de doute. C'était leur vision de l'avenir, un avenir qu'elles espéraient avec elle. À quelques jours de l'audience, Claire reçut un appel de Madame Rousseau. Une avocate spécialisée en droit de la famille avait été désignée pour accompagner la demande de tutelle. Elle souhaitait rencontrer Claire pour finaliser les éléments à présenter devant le juge. L'entretien fut intense. L'avocate, rigoureuse, lui posa des questions pointues sur son passé, ses revenus, sa capacité à assumer 2 enfants, ses horaires de travail, son réseau de soutien. Claire répondit sans détour, les yeux fixés sur son objectif. Elle savait que sa sincérité serait son seul rempart. Enfin, la veille de l'audience, Claire se rendit une dernière fois au foyer. Elle voulait voir les filles, leur transmettre un peu de sérénité. Elle jouait dans un coin, entourée de livres et de dessins. Claire s'assit près d'elle, et pendant 1 heure, elles échangèrent des histoires, des anecdotes, des rires timides. Puis, avant de partir, Zoé attrapa la main de Claire et la serra fort. Léa, quant à elle, murmura simplement « On voudrait que ce soit toi ». Claire se figea. Ces mots résonnèrent en elle comme un pacte silencieux. Elle ne répondit pas. Elle se contenta d'un sourire doux, les yeux brillants, le cœur battant. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Elle rassembla les documents, révisa son discours, imagina les possibles réactions du juge. Mais au fond, elle savait qu'aucune parole, aucune statistique, aucun article de loi ne serait aussi puissant que ce lien tissé jour après jour, dans le silence, dans l'écoute, dans la patience. Elle avait vu ses enfants renaître lentement, et elle se battrait pour qu'on ne les replonge jamais dans l'obscurité. L'audience approchait. Chaque seconde la rapprochait de cette vérité. Elle ne voulait pas seulement les sauver. Elle voulait les aimer, les élever, leur offrir une enfance réparée. Et demain, dans cette salle austère, elle serait prête à le prouver. Non pas avec des larmes, mais avec une détermination inébranlable. Car désormais, ce combat n'était plus celui d'une simple surveillante. C'était celui d'une femme prête à devenir mère. Le jour de l'audience arriva sous un ciel bas et gris, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Claire, habillée simplement mais avec soin, entra dans le tribunal avec les mains froides, mais le cœur résolu. À ses côtés, l'avocate spécialisée en droit familial portait un dossier épais, rempli de documents, de témoignages et d'annexes soigneusement préparées. Le bâtiment du palais de justice, avec ses couloirs austères et ses bancs glacés, résonnait de silence tendu. L'audience était prévue pour 10 heures du matin, mais déjà, dès son arrivée, Claire sentait la lourdeur du moment. Les premières minutes furent consacrées aux formalités habituelles. Le juge, une femme d'âge mûr, à la posture droite et à l'expression impassible, feuilletait le dossier avec une attention minutieuse. Elle écoutait les parties parler, interrogeait les intervenants avec un ton neutre, professionnel, presque mécanique. La parole fut donnée successivement à l'assistante sociale, à l'éducateur du foyer, puis au psychologue ayant suivi les filles. Tous dressèrent un portrait cohérent, celui de 2 enfants profondément marqués, mais en voie de reconstruction. Une phrase revint plusieurs fois. « La stabilité est cruciale ». Claire la grava dans son esprit, puis vint le tour de Michel. Il se leva, vêtu d'un costume mal ajusté, les cheveux plaqués en arrière, les yeux fatigués. Sa voix, tremblante mais assurée, tenta de convaincre. Il parla de son deuil, de sa solitude, de ses erreurs. Il dit qu'il avait compris, qu'il voulait changer, qu'il avait déjà commencé une thérapie. Il affirma qu'il aimait ses filles, qu'il n'avait jamais voulu leur faire de mal, qu'il avait juste été dépassé. Il jura qu'il ne buvait plus, qu'il cherchait un emploi, qu'il voulait seulement une chance de réparer. Claire écouta sans intervenir, le regard posé droit devant elle. Lorsqu'elle fut appelée à la barre, elle respira profondément et s'avança. Elle parla sans note, d'une voix claire. Elle raconta les premiers signes, les comportements étranges, les tremblements, les silences, les fuites quotidiennes. Elle décrivit ce qu'elle avait vu,
ce qu'elle avait entendu, ce qu'elle avait ressenti. Elle ne s'attarda pas sur les accusations. Elle insista sur les enfants, sur leurs gestes, leurs peurs, leurs progrès. Elle dit qu'elle n'était pas là pour juger un homme brisé, mais pour protéger deux êtres en reconstruction. Lorsque l'audience se termina, le juge annonça que la décision serait rendue sous 8 jours. Claire sortit du tribunal avec un mélange d'épuisement et de soulagement. Elle avait tout donné. Il ne restait plus qu'à attendre. Mais l'attente, cette fois encore, allait être piégée. 2 jours plus tard, alors qu'elle se rendait au centre pour une visite habituelle, Claire fut stoppée net à l'entrée. L'un des éducateurs, livide, lui expliqua que les filles n'étaient plus là. Elles avaient été retirées du centre quelques heures plus tôt, sur ordre judiciaire, pour être transférées temporairement dans une autre structure en périphérie, le temps que la décision officielle soit rendue. C'était une procédure rare, prise par précaution mais validée par une autorité supérieure. Aucun détail n'avait été communiqué au personnel habituel pour éviter toute interférence. Claire sentit son estomac se contracter. Pourquoi ce transfert maintenant? Pourquoi cette décision en plein milieu d'un processus déjà fragile? Elle tenta d'en savoir plus, appela Madame Rousseau, qui confirma que la mesure avait été prise dans l'urgence après une requête déposée par Michel, soutenue par un avocat de l'aide juridictionnelle, arguant du fait que le foyer actuel pouvait influencer les enfants contre lui. Le juge de permanence, différent de celui chargé du dossier principal, avait autorisé le déplacement, à condition que l'endroit reste confidentiel. Mais à la tombée de la nuit, un appel inattendu bouleversa tout. C'était Aurélie Dumas, l'assistante sociale. Sa voix était hachée, son ton alarmé. Michel avait de nouveau disparu, cette fois avec ses filles. Le centre de transfert avait noté leur absence au moment du dîner. Les portes n'avaient montré aucun signe de forçage. Aucun témoin n'avait vu quoi que ce soit. Seuls les lits vides avaient parlé. Une alerte nationale fut déclenchée dans l'heure. Les forces de l'ordre furent mobilisées. Des barrages furent mis en place. La disparition était cette fois considérée comme une infraction grave. Claire, effondrée, s'assit sur les marches de son immeuble, le téléphone à la main. Elle ne comprenait pas. Tout avait été fait selon les règles. Tout avait été aligné. Et pourtant, encore une fois, Michel avait échappé à la vigilance collective. Elle revoyait son regard lors de l'audience, son ton de victime, ses mots choisis, sa posture calculée. Elle avait sous-estimé sa détermination. Elle l'avait cru désespéré. Elle le découvrait dangereux. Les heures suivantes furent d'une lenteur insupportable. Claire ne dormit pas. Elle restait devant la télévision, suivant les bulletins d'alerte, les messages relayés par la police. Le visage des jumelles apparaissait désormais dans les recherches officielles. Une photo souriante, capturée dans l'école, contrastait avec l'angoisse du moment. Claire se répétait qu'elles étaient fortes, qu'elles sauraient résister, qu'elles tiendraient bon. Mais l'inconnu l'écrasait. Au petit matin, un nouveau coup de fil lui parvint. C'était une voix qu'elle ne connaissait pas. Une femme. Elle se présenta comme une infirmière dans un centre d'accueil d'une petite ville à plus de 100 km de Lyon. Elle avait vu la vie de recherche et elle croyait avoir aperçu les filles accompagnées d'un homme entrer dans une pharmacie locale. Il semblait fatigué, hagard. L'homme avait payé en liquide, puis était reparti rapidement à pied. Claire alerta immédiatement les autorités, qui prirent la piste très au sérieux. Une unité spéciale fut envoyée sur place. Des recherches furent lancées. Une traque silencieuse, méticuleuse, s'engagea dans la campagne environnante. Claire, incapable de rester immobile, prit la route, direction cette ville inconnue, le cœur battant, l'esprit assiégé d'images. Elle arrivait à la lisière d'un monde où la loi et l'émotion se heurtaient, où chaque minute comptait. Elle ne savait pas encore si elle retrouverait les filles ce jour-là. Mais une chose était certaine, elle n'abandonnerait pas. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'elles avaient à traverser. Car au fond d'elle, une conviction brûlait plus fort que la peur. Elle lui appartenait déjà, non par le sang, mais par l'amour. La petite ville où les filles avaient été aperçues semblait s'être figée dans un autre temps. Des rues étroites bordées de maisons à volets fermés, une place centrale avec une fontaine silencieuse et une ambiance feutrée, presque irréelle. Claire arriva à l'entrée du bourg en fin d'après-midi, après avoir conduit sans interruption depuis Lyon, le regard fixé sur la route, le cœur prêt à exploser. À peine descendue de sa voiture, elle se rendit à la pharmacie signalée par l'infirmière. Le personnel confirma l'information. Un homme correspondant au signalement
accompagné de 2 fillettes aux traits tirés, était bien passé la veille. Il avait acheté des compresses, du sirop et quelques denrées de base. Il semblait pressé. L'homme avait refusé poliment toute aide. Il n'avait pas parlé beaucoup. Claire contacta immédiatement les autorités. La police locale l'informa qu'un plan de recherche avait été lancé dans un rayon de 30 km. Des gendarmes patrouillaient. Des hélicoptères de surveillance survolèrent les bois environnants. Elle fut invitée à rester en retrait pour ne pas perturber les opérations. Mais elle ne pouvait se contenter d'attendre dans un hôtel. Alors, elle se mit à marcher dans les rues, à interroger les commerçants, à montrer les photos des filles aux passants. La peur la poussait à l'épuisement, mais son instinct lui disait qu'elles étaient proches. Elle le sentait. Le lendemain matin, une piste sérieuse se dessina. Un facteur livrant du courrier dans une zone rurale déclara avoir vu des traces récentes autour d'une maison de chasse abandonnée, en lisière de forêt. Il avait aperçu de la fumée s'échapper d'une cheminée alors qu'aucun propriétaire n'était censé occuper les lieux. Les autorités décidèrent d'envoyer une équipe sur place, discrètement, pour ne pas effrayer les occupants. Claire insista pour les accompagner, mais on lui demanda d'attendre à distance, dans un véhicule officiel. À travers la vitre du véhicule, elle vit les gendarmes s'approcher de la maison. L'un d'eux frappa à la porte. Aucun bruit. Puis une silhouette apparut à la fenêtre, rapide, furtive. Un homme. Michel. Il recula aussitôt. Quelques instants plus tard, alors que les gendarmes contournèrent le bâtiment, une porte s'ouvrit brusquement. Léa et Zoé en sortirent en courant. L'une trébucha, l'autre la releva. Elles furent immédiatement prises en charge, enveloppées dans des couvertures, mises à l'abri dans un second véhicule. Michel, lui, tenta de fuir par l'arrière, mais il fut rapidement intercepté, menotté sans résistance. Claire sortit du véhicule dès qu'elle aperçut les filles. Son nom fut prononcé par Zoé dans un souffle aussitôt qu'elle la vit. Elles se précipitèrent vers elle. Elle les accueillit à bras ouverts, les serrant contre elle avec une force tremblante. Aucun mot ne fut échangé durant plusieurs minutes. Ce moment n'en avait pas besoin. Tout était dit dans les larmes, dans les respirations haletantes, dans les mains qui se cramponnaient à ses vêtements comme à une bouée. C'était un soulagement brut, sans filtre, une douleur enfin brisée. Les services sociaux furent alertés immédiatement. Les filles furent transportées à l'hôpital local pour un examen médical complet. Claire les accompagna, refusant de les quitter. Les médecins confirmèrent qu'elles étaient épuisées, légèrement déshydratées, mais indemnes physiquement. L'examen psychologique, en revanche, révéla une anxiété accrue, des troubles du sommeil, un état de vigilance constant. Zoé avait développé une peur panique des bruits soudains. Léa ne supportait plus la lumière artificielle trop forte. Les jours passés dans la cabane, sans chauffage adéquat, avec peu de nourriture, avaient laissé des marques. Le dossier de Michel prit une tournure radicale. Sa fuite, son comportement manipulateur et la mise en danger des enfants furent considérés comme des éléments graves. Une enquête judiciaire fut ouverte pour enlèvement de mineurs, mise en danger délibéré et entrave aux procédures judiciaires. Cette fois, aucune clémence. Il fut placé en détention provisoire. Son avocat demanda une expertise psychiatrique. Mais pour les services de protection de l'enfance, le cadre était désormais clair. Michel n'était plus un tuteur légal. Il était devenu une menace active. Claire, de son côté, restait auprès des filles. Une chambre fut mise à sa disposition à l'hôpital pour la nuit. Elle leur lut des histoires jusqu'à ce que leurs paupières se ferment. Elle leur tint la main, doucement, sans dire un mot. Elle savait que ce dont elles avaient besoin maintenant, ce n'était pas de discours ni de promesses. C'était de présence, simple, constante, solide. Quelques jours plus tard, elles furent transférées dans un nouveau foyer, cette fois dans une structure spécialisée en situation de crise. Mais le ton avait changé. Claire fut reçue non comme une simple intervenante extérieure, mais comme une figure de référence. Son statut de tutrice provisoire fut accéléré par décision administrative. Les démarches commencées avant la fuite servirent de fondement. Le juge, saisi initialement du dossier, convoqua une nouvelle audience d'urgence. Lors de cette séance, l'avocate de Claire présenta les derniers éléments. Elle parla de la fuite, du traumatisme, de la capacité de Claire à réagir, à protéger, à agir, quand d'autres avaient hésité. Elle parla aussi des progrès visibles, de la relation forte entre les filles et Claire, de leurs besoins de stabilité, d'amour, de continuité. Le juge, cette fois, montra une émotion contenue mais perceptible.
Elle clôtura l'audience avec une décision provisoire. Claire obtiendrait la garde temporaire des jumelles en attendant la procédure d'adoption, si elle la souhaitait. Claire, à la sortie du tribunal, sentit pour la première fois une paix nouvelle s'installer en elle. Ce n'était pas la fin, mais c'était un début solide. Les filles, désormais à l'abri, savaient qu'elles rentreraient chez elles. Pas dans un foyer institutionnel, pas dans une chambre froide, mais chez elles, là où il y aurait des livres, des couvertures douces, un petit déjeuner le dimanche matin, là où personne ne crierait, là où chaque jour serait une brique posée sur une reconstruction lente, mais réelle. Ce soir-là, lorsqu'elles arrivèrent toutes les trois à l'appartement de Claire, Léa s'installa sur le canapé avec un coussin dans les bras. Zoé demanda si elle pouvait manger dans la cuisine avec la lumière tamisée. Claire hocha la tête, les yeux humides. Puis, sans prévenir, Léa murmura « C'est ici notre maison ». Claire s'agenouilla, posa une main sur son épaule et répondit simplement « Oui, à partir d'aujourd'hui, c'est ici ». Et pour la première fois, Léa sourit. Pas un sourire furtif ou forcé. Un sourire plein, sincère, fragile, mais bien réel. Les semaines qui suivirent l'installation de Léa et Zoé chez Claire furent marquées par une transformation progressive, mais profonde. La maison, autrefois silencieuse et ordonnée, devint un espace vivant, parfois chaotique, souvent bruyant, mais toujours empli d'une chaleur nouvelle. Claire réorganisa son emploi du temps, adapta sa vie à celle des enfants, réapprit à vivre avec leur rythme, leurs besoins, leur silence et leurs éclats de voix. Ce n'était pas toujours simple. Les habitudes prises dans la peur ne disparaissaient pas en quelques jours. Léa vérifiait encore que la porte était bien fermée à clé 3 fois avant de dormir. Zoé se réveillait parfois en pleine nuit, incapable d'expliquer ses cauchemars. Claire ne cherchait pas à forcer la guérison. Elle les accompagnait. Chaque matin, elle préparait leur petit déjeuner, déposait une serviette pliée près de leur bol, les attendait avec patience, même quand elles restaient trop longtemps dans leur chambre. Elle lisait avec elles, inventait des jeux pour les aider à se concentrer à nouveau, leur parlait de choses simples, les saisons, les étoiles, les recettes qu'elles aimeraient cuisiner. Peu à peu, des rituels s'installaient. Les filles participaient à la préparation du dîner, choisissaient les livres à lire avant de dormir, rangèrent leur chambre à leur façon, laissaient traîner des dessins un peu partout. Mais malgré ces instants de tendresse, Claire savait que rien n'était encore acquis. La tutelle provisoire n'était qu'un cadre temporaire, un filet de sécurité, certes, mais fragile. Elle devait maintenant faire face à l'étape la plus exigeante, entamer le processus officiel d'adoption. Cela signifiait entrer dans une procédure longue, surveillée, parfois injustement soupçonneuse. L'administration exigeait des rapports, des expertises, des évaluations psychologiques. Elle devait prouver non seulement son attachement, mais aussi sa capacité juridique, financière, éducative. Chaque aspect de sa vie serait scruté. Rien ne serait laissé au hasard. Elle commença par déposer le dossier complet auprès du tribunal de la famille, accompagné d'une lettre rédigée de sa main. Dans ce texte, elle racontait non pas son mérite, mais son engagement. Elle y parlait de confiance, de responsabilité, d'attachement profond. Elle n'y décrivait pas les souffrances passées des filles en détail, mais insistait sur leur droit à la paix, à l'équilibre, à l'amour. Puis elle passa les entretiens avec une psychologue mandatée par les services de l'enfance. Cette dernière vint également visiter l'appartement, interrogea Claire sur ses motivations, sur sa vision de l'éducation, sur sa préparation à affronter les blessures invisibles de 2 enfants en reconstruction. Les filles furent également interrogées, séparément. Ce fut un moment délicat. Claire s'en inquiéta pendant des jours. Elle savait qu'aucun mot ne leur serait dicté, mais elle craignait que la peur, encore tapie dans leurs souvenirs, vienne brouiller leur perception. Pourtant, le retour du rapport fut clair. Les enfants avaient exprimé leur sentiment de sécurité auprès de Claire, leur attachement, leur désir de rester. Le rapport parlait d'un lien affectif sincère, d'une confiance en construction, d'un environnement stabilisant. Mais alors que tout semblait s'aligner, une lettre inattendue arriva au domicile de Claire. Elle venait du tribunal. Une audience exceptionnelle avait été fixée dans 3 semaines. Michel, par l'intermédiaire d'un nouvel avocat, demandait à être réentendu. Il souhaitait faire appel de la décision de retrait de l'autorité parentale. Il affirmait avoir suivi une cure de désintoxication, avoir un logement stable, un contrat de travail en cours.
Il prétendait être en capacité de reprendre son rôle de père. Ce retournement frappa Claire comme un coup en pleine poitrine. Elle se rendit immédiatement chez Madame Rousseau. Ensemble, elles relurent le dossier, les précédentes décisions, les rapports médicaux, les plaintes. L'assistante sociale était stupéfaite que la justice accepte de rouvrir le débat. Mais dans le droit familial, les recours sont possibles, même tardifs. Et dans les cas où la filiation biologique est encore techniquement active, tout peut être contesté, même l'évidence. Claire ne montra rien de son trouble aux filles. Elle continua leur routine, les accompagna à l'école, leur raconta des histoires, cuisit leurs plats préférés. Mais intérieurement, elle se préparait à une bataille. Elle savait que cette nouvelle audience serait différente. Il ne s'agirait plus seulement de démontrer sa capacité à aimer, à protéger. Il faudrait aussi affronter un adversaire, un homme déterminé à reprendre ce qu'il avait perdu, non pas par remords sincères, mais par orgueil blessé, par refus d'abandonner. Elle réunit de nouveaux témoignages, rencontra l'avocate, fit préparer des attestations supplémentaires. Des professeurs, des éducateurs, des voisins, tous signèrent des lettres appuyant sa demande. On y parlait des filles, de leur sourire revenu, de leur calme retrouvé, de leur progrès scolaire, de leur capacité à exprimer leurs émotions. On y parlait aussi de Claire, de sa patience, de son engagement constant, de la transformation qu'elle avait opérée dans leur quotidien. La veille de l'audience, Claire mit les filles au lit un peu plus tôt. Elle leur lut un chapitre de leur roman préféré, celui où l'héroïne trouve enfin un refuge après des années d'errance. Zoé s'endormit la première, la main dans celle de Claire. Léa, elle, resta éveillée un moment, fixant le plafond. Puis, d'une voix calme, elle dit « Si le juge dit non, est-ce qu'on devra repartir ?» Claire ferma les yeux un instant. Elle lui répondit avec douceur « Je ferai tout pour que ça n'arrive pas, promis. » Ce mot en promis, elle le prononça avec le poids de toutes les batailles déjà livrées. Le lendemain matin, elle se leva avant l'aube. Elle s'habilla lentement, choisit des vêtements simples mais soignés. Elle relut ses notes, vérifia les documents, serra dans son sac une photo prise récemment. Léa, Zoé et elle, sur un banc, entourés de feuilles d'automne, souriantes. Une image simple, mais précieuse. Elle savait que ce jour serait le plus important, non parce qu'il déciderait de son avenir, mais parce qu'il fixerait enfin, officiellement, la place qu'elle avait construite dans la vie de ses deux enfants. Elle prit une grande inspiration et quitta l'appartement. Elle marchait vers le tribunal avec une seule certitude. L'amour qu'elle portait à Léa et Zoé n'était pas une faveur. C'était un droit conquis, jour après jour, silence après silence, larme après larme. Et aujourd'hui, ce droit devait être reconnu enfin par la justice. Lorsque Claire pénétra dans le palais de justice ce matin-là, un calme étrange l'enveloppa. Ce n'était pas l'absence de peur ni de nervosité. C'était autre chose. Une forme de certitude intérieure, comme si toutes les émotions avaient déjà été éprouvées, brûlées par des semaines d'angoisse, de patience, de lutte silencieuse. Elle n'avait plus rien à prouver, seulement à défendre ce qui avait été construit, non pas sur des mots ou des papiers, mais sur des gestes quotidiens, sur des regards confiants, sur cette lente guérison partagée avec Léa et Zoé. La salle d'audience, austère, accueillait déjà les différents acteurs du dossier. Le juge, le même que lors des précédentes délibérations, feuilletait les documents avec application. À sa gauche, un greffier prenait des notes, concentré. L'avocate de Claire se tenait debout, rangeant ses dossiers. Et à droite, un peu en retrait, Michel. Il était là vêtu sobrement, plus amaigri que lors de l'audience précédente. Son regard était fixe, les mains jointes sur ses genoux. Son avocat, un homme jeune au ton posé, échangeait quelques mots avec lui, presque à voix basse. Claire s'assit, ses documents à portée de main, mais elle ne les ouvrit pas. Elle ne voulait pas lire. Elle voulait écouter, observer, ressentir. Elle croisa le regard du juge, qui la salua d'un hochement de tête neutre. L'audience fut ouverte sans cérémonial. L'avocate de Claire prit la parole en premier. Elle reprit les faits, les dates, les preuves, les témoignages. Elle parla des progrès des enfants, de leur état psychologique, du lien solide qui les unissait désormais à Claire. Elle rappela les fuites, les traumatismes, les conditions de vie dégradantes. Elle ne s'attaqua pas à Michel, mais insista sur la nécessité de stabilité, sur le droit fondamental des enfants à vivre sans crainte, sans incertitude. Puis l'avocat de Michel s'exprima. Il reconnut les erreurs passées, les failles, les moments de détresse.
Il présenta des certificats de thérapie, une attestation de logement, un contrat de travail. Il cita les articles de loi sur la réinsertion parentale, sur le droit au pardon, sur la capacité à changer. Michel, selon lui, méritait une seconde chance, non pas pour effacer le passé, mais pour réparer. Il demanda au juge de considérer une mesure intermédiaire, une visite surveillée, un retour progressif, un temps d'observation. Il n'exigeait pas la garde immédiate, seulement un pont vers une possible réconciliation. Le juge écouta, impassible, puis il donna la parole à Michel. Ce dernier se leva lentement, visiblement tendu. Il fixa un instant Claire, puis baissa les yeux. Sa voix, lorsqu'il parla, était rauque, heurtée. Il ne lut pas de texte. Il parla avec hésitation, parfois en cherchant ses mots. Il dit qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à ses filles, qu'il s'était perdu après la mort de leur mère, qu'il avait sombré dans l'alcool, dans la fuite, dans le refus de la réalité. Il avoua avoir eu peur d'être vu comme un monstre, peur de ne plus exister à leurs yeux. Il expliqua que la vie lui avait échappé, qu'il avait menti, minimisé, fui par lâcheté. Puis il se tut un instant. Et soudain, il leva la tête et regarda le juge droit dans les yeux. Ce qu'il dit ensuite glaça l'audience. « Je suis ici parce que j'ai voulu croire que je pouvais encore être un père. Mais ce matin, je sais que je ne le suis plus. Pas pour elle. Pas après tout ça. Je ne leur ai pas donné un foyer. Je leur ai donné la peur. Je ne les ai pas élevés, je les ai enfermés. » Un silence épais tomba sur la salle. Claire sentit ses mains trembler légèrement. Michel continua, sa voix plus claire. « Je ne suis pas là pour récupérer quoi que ce soit. Je suis là pour leur rendre ce qu'elles ont enfin trouvé. Une chance, une vraie. Si elles sont aujourd'hui souriantes, apaisées, c'est grâce à elles. » Il désigna Claire sans détour et ajouta « Je n'ai pas le droit de les reprendre, mais j'ai le devoir de ne plus les empêcher d'avancer. » Il se rassit, brisé, le regard flou. Le juge ne dit rien pendant de longues secondes. Puis il demanda si Claire souhaitait s'exprimer. Elle se leva, le cœur battant. Elle ne regarda ni Michel ni les avocats. Elle regarda le juge et d'une voix calme, elle dit simplement « Je ne suis pas ici pour me substituer à un père. Je suis ici parce que 2 enfants m'ont ouvert leur monde, malgré la peur, parce qu'elles m'ont laissé entrer, malgré les silences, et parce que je ne peux plus imaginer leur vie sans moi, ni la mienne sans elles. » Elle se rassit. Le juge annonça qu'il rendrait sa décision dans les 48 heures, conformément à la procédure, mais dans les regards échangés, la décision semblait déjà inscrite. 2 jours plus tard, Claire reçut une lettre recommandée. Elle l'ouvrit, les mains tremblantes. Le juge avait validé sa demande. Elle était désormais tutrice légale de Léa et Zoé, avec une perspective d'adoption à l'étude dans les prochains mois. Michel, dans une déclaration manuscrite annexée à la décision, avait renoncé à tout recours. Il avait écrit de sa main « Je leur souhaite une vie douce. Dites-leur que je les aime, mais que je préfère les aimer de loin, plutôt que de risquer de leur faire encore du mal. » Claire s'assit, la lettre contre sa poitrine. Ce jour-là, elle ne pleura pas. Elle sourit en silence. Elle savait que le chemin n'était pas terminé. Mais l'obstacle le plus lourd venait d'être levé, et désormais, plus rien ne pourrait les éloigner. Les jours qui suivirent la confirmation de la tutelle furent à la fois calmes et pleins d'émotions contenues. Il n'y eut pas d'explosion de joie, ni de célébration excessive. Juste des gestes simples, des silences plus doux, des regards chargés de compréhension. Claire n'annonça pas la décision de manière solennelle à Léa et Zoé. Elle préféra leur laisser découvrir ce nouveau chapitre, comme on découvre un jardin en friche qui commence à fleurir. Elle les emmena chercher un nouveau jeu de drap pour leur lit, leur proposa de décorer les murs avec des photos de leurs dessins, les laissa choisir une plante chacune pour la cuisine. Peu à peu, les marques de la peur se transformèrent en réflexes de confiance. Léa, qui sursautait au moindre claquement de porte, se mit à fermer les volets toute seule, chaque soir, en fredonnant une chanson. Zoé, qui ne quittait jamais Claire d'un regard dans les lieux publics, accepta de rester seule dans une pièce pendant quelques minutes, occupée à dessiner ou à feuilleter un livre. Les nuits devinrent plus paisibles. Il n'était plus rare de les entendre murmurer dans leur chambre avant de dormir, parlant de leur journée, de leurs envies, de choses à préparer pour le lendemain. Claire, de son côté, apprenait à moduler ses émotions. Elle avait été une guerrière pendant des mois, avançant d'audience en audience, de déclaration en démarche, portée par l'urgence et la détermination. Désormais, elle devait apprendre à vivre dans un présent plus calme, plus stable.
Elle se surprenait parfois à observer les filles, simplement en train de faire leurs devoirs ou de regarder un dessin animé, avec une forme d'émerveillement pudique. Elle cuisinait avec elles, inventait des règles de vie à trois, leur apprenait à plier le linge, à préparer un goûter, à appeler une amie au téléphone. Leur relation s'approfondissait, loin des tensions judiciaires. Zoé se mit à poser des questions sur la mère qu'elles avaient perdue. Pas de manière douloureuse, mais comme on chercherait un fragment de soi. Claire répondit toujours avec honnêteté, sans imposer de récit. Elle proposa un jour de fabriquer une boîte à souvenirs. Les filles y mettraient ce qui leur rappelait leur passé, qu'il soit beau ou douloureux. Léa y glissa une photo pliée. Zoé une pierre ramassée dans la forêt où elles avaient été retrouvées. Claire y ajouta un ruban, le même qu'elle avait trouvé coincé dans le carnet de dessin. Ensemble, elles décidèrent de cacher la boîte dans un tiroir spécial. Non pas pour l'oublier, mais pour savoir qu'elle existait, toujours accessible, toujours respectée. L'école devint un lieu de renouveau. Les professeurs, informés de leur situation, encadrèrent leur intégration avec bienveillance. Léa se révéla brillante en mathématiques. Zoé, plus rêveuse, montra une grande sensibilité en lecture et en arts plastiques. Les deux filles furent invitées à participer à un petit atelier théâtre organisé par une professeure volontaire. Claire accepta, malgré sa crainte initiale. Elle craignait que le contact avec d'autres enfants, la scène, la parole publique, les replonge dans l'angoisse. Mais ce fut l'inverse. Sur scène, Léa parlait avec assurance. Zoé souriait avec naturel. C'était comme si, dans ce cadre codifié, elle retrouvait une part d'eux-mêmes, une voix trop longtemps éteinte. En parallèle, Claire poursuivait discrètement les démarches en vue de l'adoption. Elle ne voulait pas brusquer les filles avec des termes juridiques ou des concepts abstraits. Elle préférait leur offrir une vie d'abord, un quotidien, une sécurité tangible. L'avocate lui avait expliqué que le processus pouvait prendre encore plusieurs mois, voire une année, selon les formalités. Mais la décision de Michel, signée, transmise et irrévocable, allégeait considérablement la procédure. Le juge principal avait évoqué la possibilité d'accélérer certains aspects si les conditions restaient aussi stables. L'approche de l'anniversaire des filles offrit un prétexte parfait pour préparer une première célébration familiale. Claire, avec leur aide, commença à organiser une fête modeste mais symbolique. Elle leur demanda comment elles imaginaient cette journée. Léa dit qu'elle voulait un gâteau au chocolat avec des copeaux sur le dessus. Zoé demanda s'il serait possible d'avoir des ballons, mais pas trop bruyants. Elles dessinèrent des invitations à la main à destination de leurs nouveaux camarades de classe, de quelques professeurs, et même de Madame Rousseau, qu'elle tenait à remercier. Claire les accompagna dans les préparatifs avec une joie qu'elle n'osait pas encore nommer. Elle ne voulait pas projeter trop loin. Elle savait que la mémoire était fragile, que certaines blessures, même apaisées, ne disparaissaient jamais totalement. Mais elle voyait des signes concrets de guérison, des rêves racontés au petit déjeuner, des disputes saines entre sœurs, des éclats de rire sincères, des moments de solitude choisis et non subis. Elle les observait grandir, se définir, et cela lui suffisait. À l'intérieur d'elle, pourtant, une émotion nouvelle naissait, plus forte chaque jour, l'espoir. Non pas un espoir vague ou naïf, mais celui qui se construit sur des fondations solides. Elle imaginait déjà les prochains mois, les saisons à venir, les habitudes qui deviendraient des traditions. Elle visualisait une rentrée scolaire sans angoisse, un été avec des valises légères, des promenades sans peur, des anniversaires qui célébreraient la vie et non plus la survie. Et alors que le jour de l'anniversaire approchait, Claire prit une décision. Elle allait leur faire une surprise, une vraie. Quelque chose qu'elle n'attendait pas, mais qui porterait en elle toute la vérité de leur parcours, toute la promesse de leur avenir. Elle contacta l'avocate, organisa chaque détail, vérifia les délais, obtint l'accord discret du juge pour préparer un document spécial, un message inattendu, mais légitime. Elle savait que ce moment devait être parfait, pas grandiose, pas spectaculaire, juste vrai, juste rempli de ce qu'elles avaient toujours manqué, la reconnaissance d'une place, d'un lien, d'un foyer, un moment qui, à sa manière, dirait enfin « Vous êtes chez vous, pour toujours ». Et cette pensée seule suffisait à faire trembler ses mains d'une émotion qu'aucune audience n'avait su déclencher, celle d'être mère pour de bon. Le matin de leur anniversaire, Léa et Zoé se réveillèrent dans une maison paisible. La lumière filtrait à travers les rideaux beiges du salon,
L'odeur d'un gâteau au chocolat en train de cuire remplissait l'air, et Claire s'activait en silence dans la cuisine, tenant entre ses mains un petit carnet rouge. C'était un objet modeste, relié de tissu, qu'elle avait préparé la veille au soir. À l'intérieur, aucune photo, aucun texte manuscrit, juste une lettre imprimée, pliée avec soin, glissée dans la première page. Cette lettre, elle la garderait jusqu'à la fin de la journée. Elle savait que ce moment-là ne devait pas être précipité. Les filles descendirent les escaliers pieds nus, l'une après l'autre, comme si elles sentaient que ce jour serait différent. Elles ne sautèrent pas de joie, ne crièrent pas d'excitation. Leur anniversaire, autrefois associé à l'indifférence ou à la peur, n'avait jamais été une célébration véritable. Mais cette fois, elles souriaient doucement. Elles sentaient que quelque chose d'important se préparait. La journée débuta par un petit déjeuner qu'elles avaient elles-mêmes imaginé. Pain perdu, fruits coupés, chocolat chaud avec de la mousse. Claire avait décoré la table avec des serviettes colorées, des guirlandes discrètes et 2 bougies plantées dans des mini-muffins pour commencer la fête en douceur. Les filles soufflèrent leurs bougies sans faire de vœux à voix haute. Elles échangèrent un regard, un sourire, un petit hochement de tête. Claire les observa, le cœur serré de tendresse. Puis les invités commencèrent à arriver. Des camarades de classe, 2 professeurs, Madame Rousseau, quelques voisins bienveillants. L'appartement se remplit de voix douces, de rires contenus, de pas discrets. Il n'y avait ni musique assourdissante, ni montagne de cadeaux. Juste une table pleine de gâteaux, de jus de fruits, de biscuits faits maison. Léa proposa une partie de jeux de société. Zoé montra ses dessins à un petit groupe d'amis. Claire, attentive à chaque détail, se tenait à proximité, veillant à ne pas envahir leur espace mais toujours présente. Au milieu de l'après-midi, alors que tout le monde était réuni dans le salon, Claire prit la parole. Pas un discours, juste quelques mots. Elle remercia chacun d'être venu, rappela que cette journée marquait un moment spécial, non seulement pour Léa et Zoé, mais pour elle aussi. Elle ne parla pas de ce qu'elles avaient traversé. Elle parla de ce qu'elles construisaient ensemble. Elle tendit alors à chaque fille un petit paquet enveloppé dans du papier kraft. À l'intérieur, une peluche cousue à la main et un bracelet en tissu avec leur prénom brodé. Les yeux des jumelles s'illuminèrent, non par surprise mais par reconnaissance. Puis, quand la fête toucha doucement à sa fin et que les invités commencèrent à repartir, Claire demanda aux filles de s'asseoir avec elle sur le canapé. Elle sortit le petit carnet rouge et leur tendit. Zoé le prit en première, l'ouvrit lentement, puis le tendit à Léa qui déplia la lettre. Elles lurent ensemble, en silence. Les mots étaient simples, mais portaient une charge immense. « Chère Léa et Zoé, aujourd'hui vous avez 10 ans. Et aujourd'hui, le juge a validé ce que nos cœurs savaient déjà. Vous êtes mes filles. Officiellement, légalement, définitivement. Vous porterez mon nom si vous le souhaitez. Mais plus encore, vous porterez toujours mon amour. Bienvenue à la maison, pour toujours. Claire. » Les filles restèrent silencieuses un long moment. Puis Léa tourna lentement la tête vers Claire et demanda « C'est vrai, même si on fait des bêtises, même si on a peur parfois ?» Claire sourit, caressa doucement leurs cheveux et répondit « Surtout dans ces moments-là. » Zoé se jeta alors contre elle, l'enlaçant avec une force nouvelle, comme si elle venait de comprendre que rien, désormais, ne pourrait la faire reculer. Léa, plus discrète, glissa sa tête contre l'épaule de Claire. Elles restèrent ainsi longtemps, enveloppées dans un silence plus fort que les mots. Ce soir-là, après avoir rangé la maison, éteint les lumières, vérifié une dernière fois que les couvertures étaient bien remontées sur leurs épaules, Claire se rendit dans sa chambre. Elle s'assit sur son lit, sortit une boîte en métal de son tiroir et y glissa le petit carnet rouge. Avec délicatesse, elle referma le couvercle, marqua la date sur un post-it et le colla à l'intérieur. C'était un symbole, non pas de fin, mais de début. Car ce qu'elle venait de vivre avec elle n'était pas une fin heureuse comme dans les contes. C'était la naissance d'une nouvelle histoire. Une histoire qui ne serait pas parfaite, pleine de jours difficiles, de larmes peut-être, de doutes sûrement. Mais une histoire vraie, faite de choix, de confiance, de liens solides tissés avec lenteur. Dans les jours suivants, la vie reprit son cours. Les filles allaient à l'école, préparèrent leurs devoirs, se disputaient parfois pour des broutilles, inventaient des chansons absurdes en se brossant les dents. Claire, au fil du temps, apprit à ne plus attendre le retour du drame. Elle accueillait les silences sans crainte,
les nuits sans réveil brusque comme des victoires discrètes. Elle n'attendait plus que le passé s'invite. Elle vivait le présent. Un soir, alors qu'elle lisait dans le salon, Léa vint s'asseoir près d'elle, sans un mot. Après quelques minutes, elle demanda « Est-ce qu'un jour on pourra partir en vacances ?» Toutes les trois. Claire ferma son livre, regarda la petite et répondit « Oui, et on décidera ensemble de l'endroit. » Zoé les rejoignit, posant sa tête sur les genoux de Claire et chuchota « On pourra aussi emmener les peluches ?» Claire acquiesça, les yeux brillants. C'était dans ces échanges, ces projets simples, ces rêves enfantins, que résidait la vérité la plus puissante. Elles étaient une famille, pas par le sang, pas par obligation, mais par volonté, par amour. Et ce lien-là, celui qui avait commencé au coin d'une cour d'école, entre une surveillante attentive et deux enfants brisés par le silence, était devenu la fondation d'un avenir lumineux. Claire avait suivi les filles un jour, portée par un doute. Ce doute avait changé 3 vies, et désormais plus personne ne pourrait les séparer.